C'est maintenant Behrouz Gamari Tabrizi que nous allons entendre. Il est chercheur invité au Center for Place, Culture and Politics à CUNY Graduate Center et professeur d'histoire et d'études iraniennes à l'Université de Toronto, ainsi que auparavant professeur of Near Eastern Studies à Princeton University. Il est historien et sociologue. Ses recherches portent sur la révolution iranienne de 1979 et ses effets, ses afterlives, aftermaths, jusqu'au début du XXIe siècle. Il a notamment publié 3 livres sur la révolution iranienne et ses effets. Islam and Dissent in Post-Revolutionary Iran, 2008. Je dirais aussi The Long War on Iran, New Events and Old Questions, mais ce qui justifie sa présence aujourd'hui est un autre livre intitulé Foucault en Iran, Foucault in Iran, Islamic Revolution and the Enlightenment, paru en 2016, et the floor is yours. Thank you so much. Particularly thanks to Professor. Merci vraiment beaucoup. Je remercie notamment le professeur Fassin. Merci, professeur, d'avoir organisé cette journée absolument incroyable. Nous remercions celles et ceux qui ont organisé cette journée également, notamment Patricia, qui est ici parmi nous, et puis celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Bien, il y a environ 50 ans, un demi-siècle de cela, écrire sur la révolution islamique, c'est ce qu'a fait Foucault. Il a vu ou il a pensé que les Iraniens étaient peut-être à l'orée d'une nouveauté. Aujourd'hui, avec la guerre illégale israélienne-américaine et la guerre d'agression contre l'Iran, on peut se poser la même question. Est-ce que le monde est aujourd'hui à la porte d'une nouveauté? Est-ce que nous voyons là les débuts de l'effondrement de l'Empire américain? Espérons-le. Et la fin du monde unipolaire après la guerre froide. Il y a 50 ans de cela, Foucault a vu une temporalité d'insurgence dans la révolution islamique en Iran et une force de transformation qui continue en partie aujourd'hui à reformer l'ordre du monde. Dans un sens vraiment foucaldien, personne ne sait dans quel sens va cette transformation. En tout cas, ce qu'il y a de clair aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette guerre très longue contre l'Iran, nous verrons une carte différente de la région. Nous verrons les effets de ces guerres qui se feront sentir dans le monde entier. Dans cet exposé, je vous parlerai de la façon dont Foucault s'est tourné vers la Révolution, comment il est allé vers un commentaire sur la philosophie de l'histoire. Et ceci est une proposition qui nous dit que sa rencontre avec le mouvement révolutionnaire a changé sa philosophie, qui l'a amené à se poser la question, notamment dans ses œuvres, du sujet. La question du sujet, de la vérité et de la pratique de la parésie dont il nous a fait part ici au Collège de France et aussi à UC Berkeley, juste peu de temps avant son décès. Foucault, comme l'a dit Bernard ce matin, était profondément engagé dans le mouvement des droits des prisonniers. En 1977, 2 avocats français qui ont travaillé dans le domaine de la politique d'exil des Iraniens ont soulevé la question des prisonniers politiques iraniens devant lui. Il suivait également les nouvelles concernant l'association des écrivains iraniens qui avait un plan qui visait à avoir des lectures le soir de Goethe à Téhéran en 1977. Il a rejoint un groupe d'intellectuels français qui avaient leur influence et a signé une lettre ouverte afin de soutenir cette association d'écrivains. Il était de plus en plus intéressé par les affaires iraniennes et ceci a coïncidé avec sa fascination pour l'idée du philosophe journaliste et l'idée un peu dérangeante de
l'écriture d'une histoire du présent. Après avoir échoué lorsqu'il essayait de trouver une écoute en France, Foucault s'est rapproché du Corriere della Sera italien pour écrire des articles qui s'appelaient en fait en anglais Michel Foucault Investigates. Michel Foucault fait son enquête. Le plan, à l'origine, pour lui visait à écrire toute une série de documents concernant l'Amérique sous la présidence de Carter. Cependant, étant donné qu'il se rendait de plus en plus compte des tensions qui existaient et qui se développaient en Iran, en 1978, les événements révolutionnaires ont renversé ce projet qui était le sien. Foucault s'est rendu en Iran pour la première fois, fin de l'été 78. Et pour la deuxième fois, quelques semaines après, et ceci en automne de la même année. Nous nous rendions compte de ses écrits à Foucault concernant la révolution iranienne parce qu'il y avait de mauvaises traductions de ses écrits concernant la révolution iranienne dans un petit livre qui s'appelle « L'Iran, l'esprit d'un monde qui a perdu l'esprit ». Ou qu'on pourrait traduire en français également « esprit par âme » dans ce cas-là. Voici une photo que j'ai trouvée de Foucault dans les archives de Michel Sephan. Vous le voyez ici à l'aéroport de Téhéran. Une fois qu'il eut pris la décision de se rendre en Iran, Foucault commença une série de leçons, de lectures concernant l'histoire iranienne et l'islam. Et c'était sûrement le personnage le plus important dans sa liste de lectures qui le liait aux intellectuels et aux cercles intellectuels iraniens. Et ce nom était celui de Paul Vieille, une autorité française dans le domaine de l'anthropologie et de la sociologie d'Iran. C'est aussi l'un des membres fondateurs du département de sociologie à Téhéran. Par Vieille, il a rencontré Abul Hassan Bani Sadr, premier président de la République islamique. Et on l'a encouragé à lire les œuvres de Ali Shariati, même si, à l'époque, il y avait peu de ses écrits qui étaient disponibles, soit en français, soit en anglais. L'œuvre de Louis Massignon, ses écrits, et notamment son disciple Henri Corbin, deux personnes essentielles en études islamiques de tradition française, ont éclairé la compréhension par Foucault de l'islam. À la fois, Massignon et plus tard Corbin ont essayé d'éviter l'islam doctrinal et son légalisme interprétatif en soulignant l'importance et le sens du mysticisme et des traditions soufiques en islam. Le poids que Massignon et Corbin ont attribué à l'islam de rites spirituels et mystiques a laissé une empreinte presque indélébile chez Foucault. L'opus de 4 volumes de Massignon qui s'appelle La Passion de Al-Hallaj, mystique et martyr de l'islam. Bon, si vous n'avez pas lu les 4 volumes, il y a une version plus courte de 250 pages. Je vous la recommande si vous ne voulez pas peut-être lire ces 4 volumes. Bien, c'est exactement le genre d'érudit qui a poussé Foucault à vraiment chercher les révolutionnaires qui cherchaient la vérité, c'est-à-dire il a trouvé des manifestations de cela plus tard, notamment dans les rues de Téhéran. En suivant Massignon, dont la description du mysticisme islamique a bien influencé son propre point de vue sur l'islam, Ali Shariati a cherché à faire la promotion du Hallaj en tant que représentation typique de la spiritualité dans le monde islamique, en islam. Shariati a pris une décision importante et allé encore plus loin pour essayer de disséminer la spiritualité Hallaj dans sa théologie de la libéralisation et la traduire en langue de justice et langue d'émancipation.
Dans un cours qui a eu lieu en 1968 à Téhéran, qui a été traduit ensuite en français et en anglais, et ceci au milieu des années 70, Shariati s'émerveille de l'esprit foisonnant d'Al-Hallaj. Il est bien connu que Hallaj allait dans les rues de Bagdad au IXe siècle et il tenait sa tête entre ses deux mains tout en disant à voix haute « La rébellion m'a dépassé, libérez-moi du feu qui brûle en moi ». Foucault est arrivé à Téhéran en septembre, le 10 septembre 1978. 2 jours après un arrêt total de la capitale, après une suite de protestations dans les rues. La première et la deuxième avaient été assez pacifiques, même s'il y avait énormément de personnes dans les rues. Selon certaines estimations, plus d'1 million de personnes étaient présentes pour la première manifestation et des centaines de milliers de plus dans la deuxième manifestation, dans une ville de 4 millions. Donc c'est énorme, hein. Ça veut dire un tiers des personnes. La troisième des marches dans les rues, démonstrations, vous voyez quelques images à l'écran. Et d'ailleurs, c'est juste après que Foucault est arrivé à Téhéran, est connu dans l'histoire de la révolution iranienne comme le Vendredi noir. C'est un point tournant dans le mouvement révolutionnaire. Plus de 85 personnes ont été tuées le 8 septembre, ce Vendredi noir. En 78, ça c'est tôt le matin, lorsque la loi martiale a été déclarée, les personnes ne savaient pas que celle-ci avait été déclarée. Et vous voyez, ils étaient ici dans un parc et les soldats avaient le droit de leur tirer dessus. Voici une photo prise quelques instants après. Je voulais que vous voyiez ces images, afin de comprendre ce dont Foucault parle, parce qu'il parle de peur. Le philosophe français nous a montré qu'il était choqué dans un entretien qui a été publié en mars 1979. Je vais le citer ici. Lorsque je suis arrivé en Iran, juste après les massacres en septembre, ce que je me suis dit, c'est que j'allais trouver en fait une ville terrorisée. Parce que 4000 personnes avaient été tuées. Enfin, c'est ce que l'on disait. Mais comme nous le savons tous, les rumeurs, c'est l'outil le plus puissant des révolutions. Bon, je ne pourrais pas dire que j'ai trouvé des gens heureux, mais je pourrais vous dire qu'il n'y avait pas de peur. Il y avait une intensité de courage, ou plutôt, il y avait une intensité qui se dégageait des personnes alors que le danger existait encore, mais celui-ci avait été transcendé. Lorsqu'il commente la présence que l'on n'avait jamais vue avant de tel nombre de personnes dans les rues, Foucault décrit comment à Téhéran, il a vu une manifestation d'un concept ancien de la philosophie française. En fait, les 2 fois, lorsqu'il s'est rendu en Iran, une fois en septembre, une fois en novembre, c'était à chaque fois après un massacre. Le deuxième, donc, en novembre, s'est passé devant l'université de Téhéran. Et j'espère que la photo vous montre ce que vous auriez pu voir si vous aviez été là. Voilà, heureusement, personne n'était là parmi nous. Bon, c'était en novembre, disais-je, et 3 jours plus tard, Foucault, à nouveau, est revenu en Iran et il a vu ce genre de scène de massacre. Là, c'est une photo très connue qui a fait la première page des journaux à l'époque. Et vous voyez, le titre, la légende, plus exactement, c'était les... Alors là, en anglais, ça peut se traduire de 2 façons. En français, c'est soit « soldats ne tirez pas » ou « les soldats ne tirent pas ». Alors, parmi les choses qui caractérisent les événements révolutionnaires, il existe un fait qui a été mis en exergue. Et il y a peu de personnes qui ont vu ça dans l'histoire. C'est le fait d'un désir collectif. Un désir collectif qui est en fait un mythe politique par lequel les avocats, les juristes et les philosophes essaient d'analyser ou justifier les institutions. Il s'agit en fait d'un outil théorique.
Personne n'a jamais vu ce désir, cette volonté collective. Et personnellement, je me suis dit que cette volonté collective ressemblait à Dieu, à l'âme, quelque chose que l'on ne rencontre jamais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, à Téhéran et partout en Iran, nous avons vu le désir, la volonté collective du peuple. Il a changé ce moment, cette transformation qu'il avait vue pendant la révolution iranienne, en réflexion, en commentaire sur l'histoire. Un commentaire, disais-je, relatif à l'histoire. Bon, il n'est pas peu dire que l'on pourrait penser qu'il se considérait lui-même comme l'un de ces nouveaux hommes créés par la Révolution dans les rues à Téhéran. Et également, il nous a rapporté le courage et l'absence de crainte qu'il a vu à Téhéran, c'est-à-dire l'impossibilité de voir le monde hors des discours progressistes dominants de l'histoire en mars. Bien, tout ceci pourrait être résumé en 3 points dont je vais vous faire part. Déjà, l'histoire théologique. Foucault définit l'histoire comme façon de réinventer le moment présent. Ceci, nous dit-il, c'est la force particulière de la Révolution. Ce qui l'a attiré à la Révolution, c'est cette ambiguïté par laquelle la Révolution fonctionne. Ceci est à l'œuvre, non pas ambiguïté en tant que rejet du Shah, mais en tant que vision de l'avenir et manque de description précise et affirmative de son programme. En plus de la dimension religieuse de la Révolution, c'est cette ambiguïté même qui a créé une crainte qui vous fixe sans pouvoir bouger parmi les intellectuels en Occident, notamment les Français, qui étaient toujours dans ce discours national de laïcité libératrice. Dans un mouvement qui caractérise la laïcité militante de la plupart des intellectuels français en 1979, Claire Brière remet en question la base même de l'enthousiasme foucaldien pour cette révolution iranienne. Voici ce qu'elle nous dit, je la cite. Lorsqu'un mouvement est décrit comme étant un mouvement révolutionnaire, l'Occident, les populations, nous-mêmes, nous pensons toujours à la notion de progrès. Nous pensons à quelque chose qui va se voir transformer et qui va aller dans le sens du progrès. Et tout ceci est remis en cause par des phénomènes religieux. Bon, maintenant, je ne sais pas si, lorsque vous étiez en Iran, vous avez pu saisir pleinement la nature de cette confrontation religieuse d'ampleur. Personnellement, j'ai trouvé ça très difficile. Les Iraniens eux-mêmes nagent ou surnagent dans cette ambiguïté et dans ces multiples niveaux de langage, d'engagement et d'expression. C'est pour répondre à ce point de vue théologique habituellement partagé que Foucault souligne le fait que la rébellion des nations est un fait historique par lequel la subjectivité s'introduit même au sein de l'histoire et donne à l'histoire sa vie. Plutôt que de le rendre sceptique de la nature même des mouvements révolutionnaires en Iran, Foucault a vu le fait que les Iraniens semblaient naviguer dans cette ambiguïté comme exemple de son ambivalence constitutive vis-à-vis de l'histoire. Dans un rapport de type plus sociologique qui s'appelait en fait à l'origine « Le Shah et le poids mort de la modernité », qui a été rechangé ensuite par le Corriere della Sera sous un titre nouveau qui s'appelait « Le Shah des centaines d'années au-delà du temps », Foucault a situé la Révolution non pas comme un projet qui a échoué de la modernité, mais plutôt comme une preuve qui nous montre qu'il est possible de transcender la modernité et le monde
sans esprit et sans âme qui a vu le jour. En fait, ce qu'il conseille généralement, ou ce qu'il dit, c'est que l'Iran passait par une crise de modernisation. Et, ça c'est une citation de Foucault, une crise de modernisation. Et, autre citation, une société traditionnelle ne peut pas et ne souhaite pas suivre des monarques arrogants. Dans sa tentative qui vise à rentrer en concurrence avec les nations industrialisées. Ces événements révolutionnaires ne signifiaient pas du tout, en fait, un rétrécissement face à la modernisation en passant par des éléments de type rétrograde, comme certains l'ont dit et qu'ils ont même décrit comme forme de fascisme archaïque. Donc, fascisme archaïque. Maxime Rodinson, notamment, a utilisé cette expression pour la première fois pour décrire la révolution iranienne. Pour lui, le mot archaïque, c'était la modernisation elle-même. Pour Foucault, archaïque, c'est la modernisation en tant que telle. Ce n'est pas, en fait, un mode religieux d'une expression révolutionnaire. Voilà. Je le cite maintenant à nouveau. Ce qu'il y a d'ancien en Iran, c'est le Shah. Il a 50 ans et il est 100 ans rétrograde. Il a l'âge des monarques de type prédateur. Il a ce vieux rêve vieillot d'une ouverture de son pays qui passerait par la laïcité et l'industrialisation. Aujourd'hui, voici son projet de modernisation, voici ses armes de despote et voici son système de corruption. C'est ça qui est archaïque. C'est le régime qui est l'archaïsme. Fin de citation. Foucault pensait que le mouvement iranien révolutionnaire, c'est-à-dire la lutte pour présenter une façon différente d'introduire la pensée concernant la société et la politique, pourrait offrir à l'Occident la possibilité d'une sortie de cet épuisement intellectuel qui lui était propre. Il dit: il faut, lorsqu'il écrit à un critique social iranien, il faut abandonner tout principe dogmatique et questionner l'un après l'autre tous les principes qui ont servi à l'oppression. Il faut construire une autre pensée politique, un autre imaginaire politique. Il faut enseigner de façon moderne une nouvelle vision de l'avenir. Quand bien même Foucault nous disait que l'Iran révolutionnaire exigeait une nouvelle façon d'envisager la pensée concernant le lien très profond qui existe entre la religion et la politique, il se trompait lorsqu'il disait que en fait, l'alternative qui se basait sur l'enseignement islamique en Iran révolutionnaire n'avait rien appris ou rien repris, plus exactement, de la philosophie occidentale. Il savait très bien que la conception avancée de Ali Shariati du chiisme à la vie, dont Foucault nous fait part à plusieurs reprises, et son historiographie révolutionnaire de l'islam en dialogue avec et référence au marxisme existentialiste français et à la sociologie et philosophie phénoménologique allemande. Ce que Foucault identifie en Iran pourrait plutôt se rapprocher d'une convergence de type idiosyncratique entre les points de vue politiques et religieux qui formaient une idéologie révolutionnaire sans lien très précis avec les engagements conceptuels occidentaux à l'histoire. Deuxièmement, la spiritualité politique. Même si Foucault reconnaît que l'islam chiite était la source de cette spiritualité de type politique, il ne concevait pas celle-ci en tant que dogme dans un cadre doctrinal religieux. Il voyait la spiritualité plutôt comme une aspiration pour libérer le corps de la prison de l'âme. Accent circonflexe. Et dans la version foucaldienne, il essaie de mettre en exergue la façon dont le corps se sépare de la docilité normative des technologies de l'être ou du soi. Ceci n'était pas du tout un nouveau territoire pour Foucault. Il jonglait avec le concept de la spiritualité bien avant d'avoir eu à faire face à la révolution en Iran. Il nous donne, ou plutôt, il donne au mot spiritualité un sens corporel qui lie directement aux soins du soi.
aux soins de l'être. Lorsqu'il nous parle du soi, Foucault reste sceptique concernant le sujet rationnel libéral qui, en fait, vient d'un ordre moral gouvernable. En fait, dans le mot même, on peut voir la conception d'une expérience de soi-même. Entre autres, ceci ne doit pas nous amener à comprendre un acte de transcendance comme étant inhérent dans la notion de spiritualité par Foucault en tant qu'expérience limite transgressive. Cette connexion ne prend pas en compte le contexte religieux du discours de Foucault. Encore plus important, il dépolitise sa conception de la spiritualité et de l'éthique. Le biographe de Foucault, James Miller, a fait la promotion de cette conception dépolitisée et l'a transformée même en un cadre généralement accepté, en tout cas dans le contexte américain, dans lequel l'enthousiasme de Foucault pour la révolution iranienne s'explique, entre autres choses, par sa fascination de type esthétique et son obsession également avec les rituels de la mort dans le cadre du mouvement révolutionnaire. Cependant, mon point de vue est que cette proposition éthique du soin du soi et de la spiritualité, qui est nécessaire pour son existence, sont essentiellement liées à la conception foucaldienne de ce qu'il appelle en fait la gouvernementalisation de l'État. Et dans ce programme d'équilibre des pouvoirs, Foucault parle d'instruments de coercion, et la religion comme institution de légitimation et la personne, l'individu, comme protagoniste de technologies autogouvernées. Donc, cela fait s'effondrer les limites qui existent entre la politique, la religion et l'éthique du soi ou l'éthique de l'être. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sa conception du mouvement révolutionnaire iranien. Je vais le citer à nouveau. Comment est-il possible d'analyser les liens qui existent entre la distinction qu'il faut faire entre le vrai et le faux et les façons dont on peut s'autogouverner et gouverner les autres? La recherche de nouveaux fondements pour chacune de ces pratiques, en tant que telle, est relative à d'autres. Le désir de découvrir un nouveau moyen de se gouverner soi-même passe par une façon différente de faire la part des choses entre le vrai et le faux. C'est ce que j'appellerais en fait la spiritualité politique. Contrairement à la compréhension de Foucault et de son enthousiasme concernant la révolution iranienne, selon lui, la religion n'apparaît pas comme résultat de ce mouvement. Au contraire, il lie le mouvement révolutionnaire directement à la compréhension des gens de leur rôle et place dans le monde, dans une création où la religion a une part entière à jouer. La religion permet le vocabulaire de la révolution, selon Foucault, le drame notamment, sans notion temporelle, grâce à laquelle le peuple redéfinit son existence. Même si cette emphase sur la dimension religieuse de la révolution iranienne est peut-être superficielle, Foucault comprend le lien qui existe entre la religion et la politique, et il le fait d'une façon qu'on n'avait jamais vue avant. Il met en contraste ce qu'il dit avec le scepticisme de critique et mise contre lui. Je vais citer ce que dit Foucault. Il y avait une occidentalisation de la pensée excessive. Il dit au contraire que le rôle de la religion en Iran permet d'avoir une forme de plateforme doctrinale pour les intentions révolutionnaires. Le lien qu'il cherchait à étudier n'était pas entre le dogme religieux et la gouvernance. À plus d'une reprise, Foucault nous dit et voit, et je le cite, que les mollahs ne sont pas du tout des révolutionnaires, même dans le sens populiste du terme révolutionnaire. Fin de citation. Les références à la religion dans ses écrits concernant la révolution iranienne ne parlent pas du tout de ce qui a été dit par les mollahs ou ce qui a été dit par toute autre personne qui souhaite interpréter les textes divins. Selon Foucault, et c'est ce qu'il a écrit en octobre, le 8 octobre 1978, je le cite, la religion constitue une force qui permet la reconduction des herméneutiques du sujet dans les rues de l'Iran révolutionnaire. Bien sûr, dans tout cela, nous voyons les traces de ce qu'il a dit plus tard ici au Collège de France et à Berkeley.
Foucault pensait que le schisme, notamment, était très propice à une herméneutique particulière qu'il semblait essentielle dans une transformation totale de soi et de l'être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son savoir de l'islam chiite, notamment dans son contexte classique, était formé par les érudits français tels que Louis Massignon et Henri Corbin. Les deux étudiaient la quête de justice et de spiritualité mystique en tant que noyau du schisme, cœur du schisme. Ce qui l'a intrigué également, c'était l'approche herméneutique de Chariati, et il met l'exergue sur la transformation du soi et de l'être en tant que précondition à l'acte révolutionnaire. Dans ses discussions plus tardives avec Claire Brière et Pierre Blanchet, et ceci en mars 1979 à Paris, Foucault a déplacé le débat sur la base du mouvement révolutionnaire des deux déterministes économistes marxistes, et il s'est écarté également des compréhensions des textes écrits orientalistes. Bon, voici une autre citation, mais j'y vais, je me lance. Quelles que soient les difficultés économiques, nous dit Foucault, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi il existe des peuples qui se soulèvent et qui disent « non, cela suffit ». En se soulevant, les Iraniens se sont dit à eux-mêmes, et peut-être dans la même de cette révolte, ils se sont dit « bien sûr, nous devons changer de régime, bien sûr, nous devons nous débarrasser de cet homme, bien sûr, nous devons mettre à la porte cette administration corrompue, changer le pays complet, l'organisation politique, les systèmes économiques, les politiques étrangères. Mais avant tout, il faut nous changer nous-mêmes, il faut changer nos façons d'être, nos liens avec les autres, avec les autres, les choses, l'éternité avec Dieu. Tout ceci doit être revisité et changé complètement. Et à partir de là, naîtra une vraie révolution si ce changement radical de nos existences voit le jour. Je crois que c'est là que l'islam joue son rôle. It is here that Islam plays a role. It may be that one of il se peut, je me reprends, il se peut que l'une ou l'autre de ces obligations, que l'un ou l'autre de ces codes ont exercé sur lui une certaine fascination, ou exercent une certaine fascination. Mais ce qui compte surtout, c'est de mettre ceci à la lumière de ce que l'on pense de la vie et de la religion, qui est une promesse de découvrir quelque chose qui va changer les gens et leur subjectivité. En Iran, Foucault voit bien qu'en islam, il est possible d'avoir une création continue et active d'un ordre politique qui va être continué grâce à une expérience individuelle de la piété et aux soins donnés à soi-même et à l'être. Ceci peut être comparé aux orientalistes qui, eux, s'engagent simplement à l'herméneutique des textes et de la loi. Eh bien, Foucault, lui, nous parle de l'expérience et du désir de justice dans l'herméneutique du sujet. Tout comme Chariati, il conçoit l'islam en tant que religion qui a donné au peuple des ressources sans limite pour pouvoir résister au pouvoir de l'État. Dans le cadre de la révolution iranienne, Foucault nous a fait part d'un déplacement et d'une sauvegarde, si je puis dire, de la tradition de la modernité. Il a prévu que son enthousiasme scandaliserait les Français qui étaient très engagés à la laïcité, et c'était essentiel pour les Français, pour leur expression intellectuelle. Même ses amis se sont moqués de lui. L'un d'eux, Claude Mauriac, qui lui-même avait été influencé par Foucault et Gilles Deleuze au début des années 70, pour s'écarter de sa politique gaulliste première, se souvient d'une conversation le 23 novembre 1978 pendant laquelle il a émis des réserves concernant Foucault lorsqu'il parle de soutien et d'appui à la notion de spiritualité politique. Mauriac parle de cette conversation dans ses mémoires. Je le cite. « J'ai lu cet article dans le Nouvel Observateur, votre article, mais je dois dire que j'ai été un tant soit peu surpris. » Et Foucault répond, « Et vous avez ri ? Vous êtes ceux, j'imagine, sur les visages desquels je vois déjà des sourires. » Mauriac répond, « Non. En ce qui concerne, je me suis dit que sur la spiritualité et la politique, qu'est-ce que ça nous a donné ?» Et Foucault répond, « Et la politique sans spiritualité, mon cher Claude ?» Point d'interrogation.
Ensuite, troisièmement, est-il inutile de passer à la révolte? L'enthousiasme de Foucault pour la politique révolutionnaire en Iran doit se voir et se lire à la lumière des cercles intellectuels français de leurs discussions à l'époque, qui ont vu le jour ou ont été alimentés par les récits révisionnistes de François Furet du rôle de la Révolution française dans l'histoire. Furet introduit un scepticisme général concernant le sens, notamment de la Révolution dans l'histoire du monde, en parlant de cette expérience française comme constitutive de l'histoire européenne moderne, comme anomalie qui perdure et qui voit ses tensions principalement entre 1789 et 1793. Après 1968, l'intervention révisionniste de Furet a eu des échos en France, notamment chez certains libéralistes français qui parlaient de révolution décaféinée ou de révolution qui n'avait même pas l'odeur d'une révolution. Foucault a non seulement essayé de comprendre la spiritualité révolutionnaire, mais il a également admiré le fait que les masses iraniennes ont redonné vie à l'esprit de la révolution, que les Européens croyaient avoir vu disparaître de l'histoire. Mais en localisant l'esprit de la révolution en Iran, Foucault change un des éléments centraux de l'orientalisme, c'est-à-dire l'essence qui ne changera jamais des sociétés musulmanes. Au contraire, il s'attriste de voir que la subjectivité occidentale stagne et qu'il y a toujours ce scepticisme dominant concernant la spiritualité politique révolutionnaire. Bien, jusqu'où faut-il généraliser l'aspect journalistique de Foucault? Est-ce que le fait qu'il a vu la révolution iranienne en Iran altère sa compréhension générale de la résistance au pouvoir? Est-ce qu'il s'est écarté dans ses observations de ces événements en Iran de sa compréhension de la résistance au pouvoir en tant qu'acte qui élargit notre participation dans un système présent? Il y a de nombreux critiques de Foucault, notamment les érudites féministes, qui ont refusé ce pouvoir comme manque de reconnaissance de la possibilité de résistance. Foucault, comme nous l'a dit Nancy Fraser, adopte un concept de pouvoir qui lui permet de ne pas condamner toute caractéristique néfaste d'une société moderne. Alors que ceci est sujet à débat, nous ne savons pas si Foucault a suivi Derrida lorsqu'il a refusé la possibilité d'une résistance courante à des accords présents. Cependant, sa notion générale et générative du pouvoir a gêné les partisans, les détracteurs de sa théorie. L'un des critiques que l'on entendait le plus, Jürgen Habermas, a aussi flagellé Foucault pour ce qui apparaîtrait en fait une apathie nihiliste vis-à-vis des politiques émancipatrices. Richard Reuter a rajouté sa voix à ceci, à l'ensemble de la meute, et nous dit que Foucault, je le cite, était un stoïque sans passion, observateur du présent de l'ordre social et qu'il n'était pas en fait un critique préoccupé. Foucault a essayé d'éviter de tomber dans ces catégories, quelles que soient les formes ou de résistance qu'on pouvait condamner, et c'est ce que ses critiques voyaient dans ses œuvres. Au contraire, il a essayé au mieux d'expliquer la notion de pouvoir et gouvernementalité, même si bien sûr il y a eu des contre-pouvoirs et des résistances dans son œuvre plus tardive. Dans son œuvre première, et contrairement à ce que disent ses détracteurs, il n'a pas du tout dit que la résistance était une chose peu importante en disant que c'était simplement un autre moyen de participer à ce pouvoir disciplinaire. Mais après 1979, dans ses écrits, nous voyons qu'il fait très attention au sens de la révolte, parce que pour lui, c'est une préoccupation de type éthique, même si cela peut amener d'autres formes de pouvoir disciplinaire et institutions. Dans la généalogie de l'éthique, Foucault répond à ce qui lui est dit
selon lequel on pourrait voir ici un grand silence dans ses œuvres sur ce sujet. Il répond à la question qui est de savoir si la philosophie grecque est une alternative plausible et attrayante pour l'éthique contemporaine. Foucault nous dit haut et fort, non, je ne cherche pas d'alternative. Il n'est pas possible de trouver une solution à un problème dans la solution d'un autre problème soulevé à un autre moment par d'autres peuples ou d'autres personnes. Vous voyez, ce que moi je souhaite faire, ce n'est pas une histoire des solutions, et c'est la raison même pour laquelle je n'accepte pas le mot alternative. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est pas que tout est mauvais, mais plutôt que tout est dangereux, ce qui ne veut pas dire exactement la même chose que le mot mauvais. Si tout est dangereux, dans ce cas-là, il nous reste toujours quelque chose à faire. Donc ma position ne m'amène pas à l'apathie, mais m'amène à un activisme de type hyperactivisme pessimiste. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai été trop long. La notion paradoxale entre l'activisme pessimisme de Foucault et sa réponse à la révolution iranienne peut se trouver sur son dernier écrit sur le sujet, qui s'appelle « Est-il inutile de se révolter ?», publié en mai 1979 en première page du Monde. Foucault a répondu à ces critiques de plus en plus nombreux qui se moquaient de lui parce qu'il accueillait une révolution dont l'objectif était de mettre sur pied un État islamique. Dans un paragraphe qui est très émouvant, d'ailleurs sans doute le plus émouvant dans son reportage sur la révolution iranienne, il défend son enthousiasme et ceci sans non plus soutenir les résultats de la révolution. Voici ce qu'il a écrit et vous verrez, ce sera ma dernière citation. « Ces soulèvements appartiennent à l'histoire, mais d'une certaine façon, ces soulèvements échappent à l'histoire. Le mouvement par lequel un homme seul, un groupe, une minorité ou un peuple entier dit « je n'obéirai plus et je suis prêt à mettre ma vie en danger parce que je me bats contre un pouvoir qui n'est pas juste », cela me semble quelque chose d'irréductible, que l'on ne peut pas effacer. Ça, c'est parce qu'aucun pouvoir ne peut rendre ceci impossible. Varsovie aura toujours son ghetto en pleine révolte et des zones avec des insurgences. Un homme qui se révolte, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Il faut qu'il y ait un soulèvement qui mette fin à ce déploiement de l'histoire. C'est une longue série de raisons pour lesquelles un homme vraiment préfère prendre le risque de pouvoir mourir plutôt que d'avoir la certitude d'être obligé à obéir. Si les sociétés persistent et survivent, c'est-à-dire si le pouvoir de ces sociétés n'est pas absolument absolu, c'est parce que derrière tout consentement, derrière toute coercion, derrière toute menace, violence et persuasion, il existe la possibilité d'un moment où la vie ne s'échange pas, où le pouvoir n'a plus de pouvoir et où, devant les armes à feu et les menottes, les hommes se lèvent. And the machine guns, men rise up. Thank you.